Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Et c'est le moment, le grand débat des vraies voix. La droite qui a dénoncé hier à l'Assemblée une gestion de crise sanitaire chaotique lors de la célèbre séance de questions au gouvernement. Eh bien, le président du groupe Les Républicains, Damien Abad, a fustigé, je le cite, la confusion et l'amateurisme du gouvernement face au Covid. Jean Castex, et on va l'écouter dans quelques instants, a tenté tant bien que mal de défendre sa vision des choses. Il a fait valoir une stratégie cohérente face au Covid-19. Voulez-vous une union nationale? La réponse pour l'instant sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter de Sud Radio, la réponse est non, non à 60%. Le 0826 300 300, on va vous écouter dans un instant, mais tout de suite on débat. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Et on débat avec nos vraies voix, le magistrat honoraire Philippe Bilger, Françoise Degois qui est avec nous, le policier Abdoulaye Kanté et nos invités Lionel Lucas, maire LR de Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes, et Anne Jeantet, députée LREM des Français de l'étranger, qui est également médecin. Madame la députée, vous êtes médecin. Bonsoir Lionel Lucas. Bonsoir. Bonsoir à vous Lionel Lucas. Je vais commencer avec vous, ma chère Anne Jeantet. Lors des questions au gouvernement, hier Damien Abad a donc fustigé, je le disais en préambule, l'amateurisme du gouvernement, la confusion, le manque de cohérence. Voici ce que lui a répondu Jean Castex. Nous avons constaté comme vous que certains de nos concitoyens ne respectent pas les gestes barrières, ne portent pas le masque ou le portent mal, ne s'astreignent pas à l'isolement lorsqu'ils ont été déclarés positifs. C'est la réalité. Ces comportements sont particulièrement constatés dans des espaces privatifs, dans le cercle familial ou dans des lieux de convivialité. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce début de réponse, Anne Jeantet? Si le Covid progresse, c'est la faute des Français? Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que M. Abad, qui nous critique, ça n'étonnera personne. Il est dans l'opposition, il est dans son rôle. J'ai rarement vu M. Abad faire autrement que cela. Maintenant, la réponse de M. Castex. J'entends ce qu'il dit, mais je voudrais quand même souligner, pour compléter sa réponse, si je peux me permettre d'oser compléter le Premier ministre, que les Français ont quand même fait preuve de responsabilité. Ils ont quand même joué le jeu. Là, on est actuellement dans Paris. On peut dire que dans Paris, tout le monde porte le masque. Et pourtant, on se pose la question de savoir s'il est utile à l'extérieur. Tout le monde porte le masque. Dans les transports en commun, tout le monde porte le masque. On vient d'en parler entre nous. Il y a beaucoup de bars et de restaurants qui respectent les distances. Oui, il y a effectivement, personnes qui ne respectent pas. Il y a un point précis, peut-être, qui n'a pas été, et je bats ma culpe, suffisamment bien expliqué, c'est que lorsqu'on est testé positif, qu'on a des symptômes ou qu'on a une information disant attention, vous avez été en contact avec quelqu'un de positif, la question à se poser à ce moment-là, c'est pas vite un test, où dois-je aller? C'est la question à se poser, c'est je rentre chez moi, je m'isole. Et une fois que je suis chez moi, je me pose la question. Bien, alors maintenant, il va peut-être falloir que j'aille faire un test. C'est peut-être le point sur lequel, effectivement, on n'a pas été assez précis. Comment doit-on s'isoler? Qui doit s'isoler? C'est, j'ai des symptômes, on s'en fiche lesquels, on verra après pourquoi, si c'est justifié ou pas. J'ai des symptômes, je m'isole. J'ai été contacté en contact avec quelqu'un de confirmé positif, je m'isole également. Après, je commence à réfléchir. Où vais-je faire un test et quand vais-je le faire? D'accord, donc pas de confusion, pas de manque de cohérence, juste une petite question stratégique sur les cas contacts Absolument, et ceux qui ont bien des précis, symptômes. parce que moi je peux comprendre que la population a besoin d'être rassurée, de comprendre exactement ce qu'elle doit faire, en sachant en plus que c'est vachement frustrant. Les petites choses qu'on fait nous au jour le jour, les petits efforts qu'on fait, mais on n'en voit pas l'impact, on a l'impression que ça sert à rien. C'est faux. Je veux vraiment rassurer tout le monde. Chaque petit geste que chacun d'entre nous fait est super utile à la collectivité et à tous. Ça vaut le coup de continuer. Avant de donner la parole aux vraies voix, je vais donner la parole à Lionel Lucas qui est avec nous. Vous avez entendu Anne Jeantet, Lionel Lucas, bon finalement pas de manque de cohérence, pas de confusion, petit mea culpa stratégique sur les tests, mais tout va bien finalement, Lionel. Moi, je pense que nos concitoyens, effectivement, comme le dit Madame la députée, respectent parfaitement les consignes qui sont données. Et c'est ce sentiment d'incompréhension, de désigner des gens qui ne feraient pas ce qu'il faut faire, qui n'est pas compris par nos concitoyens. Dans ma commune, les gens observent parfaitement les consignes qui ont été données. Et donc, quand on fait de la surenchère pour dire attention, une surenchère anxiogène, personne ne comprend. Moi, j'ai un préfet qui m'a demandé mon avis, ce qui est très bien. Pour me dire, dans votre commune, où voyez-vous les endroits où il faudrait... Je lui ai répondu, dans ma commune, 70% d'espace naturel, pas de centre urbain. J'ai pris un arrêté municipal déjà pour les abords des écoles et des crèches. Pour porter le masque obligatoirement, ça doit suffire. J'ai pas eu de réponse et d'un seul coup, j'ai eu un arrêté qui me dit c'est toute la commune qui doit être avec le port du masque de 6h du matin à 1h du matin. Ouais.
Donc voilà, c'est ce genre de décision qui surenchérit, qui n'est pas compréhensible. Mais moi, je pense qu'effectivement, nos concitoyens sont parfaitement responsables, et c'est pas parce qu'il y a quelques poches d'irresponsabilité que ça doit entraîner des conséquences plus importantes et plus graves, notamment pour des commerçants, pour les restaurateurs, les bars, dont on a beaucoup parlé en la matière. Vous êtes en colère contre les restrictions sanitaires et vous allez plus loin, puisque je parle de la fermeture des bars et des restaurants. Vous appelez même à la désobéissance civile, Lionel Lucas, c'est-à-dire? Oui, c'est une expression que j'ai utilisée pour dire qu'avant de nous imposer, ce qui n'était pas encore le cas dans notre département, des mesures outrancières, si on pouvait simplement raison garder par rapport à des professions qui n'ont rien à se reprocher à 95%. Et de toute manière, fermer des bars et des restaurants fera ce qui s'est passé dans mon propre lotissement ce week-end. Pour la première fois, j'ai vu 10 voitures dans une ville, près d'une villa, parce que on faisait ce qu'on ne faisait plus d'ordinaire au restaurant. Et ils l'ont fait tout simplement chez eux, quoi. Et à mon avis, c'est pire chez eux que s'ils avaient été sous contrôle de la gendarmerie, de la police municipale, dans un restaurant où le restaurateur les oblige à respecter quelques consignes de bonne loi. Donc, on a une profession meurtrie quand même, hein, les restaurateurs, les bars. Il faut quand même se rappeler qu'on leur a dit à 20h, à minuit, c'est fini. Hein. Ouais, oui. Mais 3 mois, hein, qui ont investi, 90% de la profession fait et respecte, et elle est sous surveillance d'ailleurs des agents municipaux ou de la gendarmerie. Qui font des contrôles. Mis dans le même sac, comme si on était des irresponsables. C'est le décalage entre la réalité et peut-être un côté anxiogène qui est vécu au niveau gouvernemental, qu'on peut comprendre par ailleurs par rapport à ce qu'il aurait rapporté. Hein. Moi, je ne le discute pas ça, mais sur le terrain, voilà, il y a ce décalage-là, et on est obligé de montrer un peu les dents pour dire, attendez, écoutez-nous, puisque vous parlez concertation, regardons bien les choses cas par cas. C'est le cas désormais d'ailleurs. Hein. Le préfet est revenu sur son arrêté qui nous imposait les masques partout. Donc il y a un vrai dialogue qui s'est engagé. Mais avant d'en arriver là, il a fallu batailler. Allez, je vais donner la parole au Brévois à Philippe Bilger. Madame la députée, monsieur le maire, au fond, au-delà des antagonismes politiques, comment expliquez-vous l'un et l'autre que malgré la bonne volonté du gouvernement, on sent dans la population un doute, un manque de confiance? Est-ce que c'est une improvisation? Est-ce que c'est trop d'ajustements au coup par coup? Est-ce que tout simplement c'est très difficile de gérer un virus dont les effets sont imprévisibles? Et encore une fois, moi je crédite le gouvernement, je ne suis pas de ceux qui disent il n'y a qu'à, entendons-nous. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il y a un petit peu de tout vous citez un petit peu tous les éléments de réponse. D'abord, nous sommes il faut rappeler quand même que la majorité de la population suit les consignes et a confiance, et ça se passe bien, il y a des sondages qui le montrent, il n'y a pas de souci. Il y a quelques éléments, c'est toujours ce que je dis, vous savez, dans une classe de 30 élèves, il y en a 2 qui se distinguent, on a l'impression que la classe est épouvantable. Donc c'est vraiment, il faut revenir à la raison. Il y a quelques poches de comportement qui sont ennuyeux, d'autant plus qu'ils contribuent à propager l'infection, mais c'est quelques poches, l'immense majorité, ça se passe plutôt bien. Ensuite, on est effectivement en terrain instable, on n'aime pas les sables mouvants, personne n'aime ça, le virus on en apprend tous les jours, et il faut en permanence s'adapter. Et en plus, quand il se passe quelque chose, toute décision que nous prenons, qui est prise, ne voit ses effets que 15 jours plus tard à cause de la durée de vie, du cycle de vie du virus. On n'a pas d'autre solution que ça. Donc en permanence, il faut prendre des décisions sur des projections, sur des probabilités. C'est très difficile de discuter, de décider avec des probabilités, mais le virus ne nous donne pas le choix. Anne Genté est médecin, je le rappelle. Françoise Degois. Écoutez, vous êtes charmants tous, vraiment, honnêtement. Lionel Lucas, Anne, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. On se retrouve parfois à LCI, mais enfin quand même. Qu'est-ce que vous nous racontez? Qu'est-ce que vous venez nous chanter là comme chanson? Les gens ne sont pas irresponsables. Nous avons le taux de contamination le plus élevé d'Europe. Nous avons nos voisins italiens et allemands qui font 10 fois moins que nous. On est en train de nous expliquer les Français sont super disciples. C'est pas vrai, c'est absolument faux. Je peux vous donner 10 000 exemples de mois cet été où les gens étaient en montagne sans masque, on leur demandait vous êtes en train de faire de l'escalade? Oui, c'est bon pour le virus, l'altitude, c'est n'importe quoi. On s'est comporté
de manière totalement irresponsable. Moi, j'ai toujours pensé, et je ne vais pas faire la guerre au gouvernement, je pense que sur le plan économique, Macron a tout bien fait, de mon point de vue. Après, c'est sur la clarté. Pourquoi les Italiens, aujourd'hui, sont les meilleurs élèves de l'Europe ? Ils contrôlent la vague. Ils contrôlent la vague, Ouais. absolument, et de Clarté façon et sérieuse. discipline aussi, il y a les deux. Hein, ouais. Discipline, 3 mètres de distance sur les plages, quand vous faites du Et covoiturage... ça a été respecté. Mais ils Et ont pourquoi absolument... eux ont réussi à le respecter? Ils ont Pas nous, respecté c'est une parce qu'ils question. ont eu les contrôles des carabiniers. Il y a eu 0 contrôle. Partout où vous étiez, il n'y a pas eu de contrôle de policiers, il n'y a pas eu de contrôle de gendarmes. Il y en a eu quand même. Écoute, en a eu. Alors, c'est objectivement... vrai que sur le port du masque en Ile-de-France, dans Écoute, plusieurs villes, on n'a pas le sentiment que les policiers à Naples, contrôlent tu beaucoup de sais, personnes. je vais dire Abdoulaye, à Naples, tu portais pas ton masque, c'est 1 000 € directement. Donc si tu veux, il y a eu ça. Donc moi, je pense qu'en plus de ça, moi, ça me gêne pas du tout la sévérité. Je pense que c'est le manque de concertation. Le point, pour moi, le plus noir, c'est les tests. On s'en fiche de faire 1,2 million de tests si on n'est pas préparé dans la logistique pour avoir les résultats. Pourquoi est-ce que... Et je donne le point à Castex qui a enfin annoncé hier les tests antigéniques. Depuis début juillet, on a les tests antigéniques partout en Italie. On se fait tester en PCR. En 1 demi-heure, on a le résultat. Également en Allemagne. Pourquoi ces tests ne sont pas sur le marché? Ils sont au dédouanement encore. Comment c'est possible qu'on arrive toujours en retard avec une guerre d'avance, de retard? C'est ça. C'est vrai qu'Angelty, on a l'impression qu'on est très en retard à chaque fois. Lionel Lucas, je l'aime beaucoup, mais c'est pas normal qu'un élu appelle à la désobéissance civile, même pour rire. C'est pas normal. J'ai échangé aujourd'hui avec quelqu'un du cabinet. Allez, Angelty. J'ai échangé aujourd'hui avec quelqu'un du cabinet d'Olivier Véran. Est-ce que cette crise révèle beaucoup de nos défauts? Elle révèle beaucoup de nos défauts. C'est vrai. Et parmi les défauts qui ont été révélés, on a une suradministration, on a un empilage. Eh Pourquoi oui. est-ce qu'on n'a pas les L'Italie tests aussi est suradministrée. alors, moi, je vais pas regarder. Moi, je regarde ce qui se passe chez Mais nous. moi, je regarde les Et bons élèves. je constate Ouais, qu'effectivement, Anne. chez nous, on a des procédures administratives qui sont beaucoup trop complexes. Quand, sur certains décrets qui ont été publiés cet été, sur certaines décisions, pardon, il fallait un nombre de décrets absolument invraisemblable pour arriver à Mais faire vous savez aboutir la aussi que ça, décision. mais Anne, Donc, vous savez que ça coince aussi au nom de la souveraineté nationale. Sur les tests, vous savez très bien que dès il les y a tests, tout un tas, mais je suis Pasteur, d'accord. tout Je le monde suis d'accord. vraiment, les cocoricots Je suis médecins d'accord. français ont bloqué les Et tests parce qu'ils n'étaient pas français. J'aimerais croire qu'on va tenir leçon de tout ça, qu'on va pouvoir s'améliorer. Ça, oui, ça, j'y crois, j'en ai vraiment envie. Et Allez. on en a tous envie. On On est d'accord. n'a pas entendu, s'il Et vous plaît, apparemment, depuis mars, Philippe on Bilger. n'a pas eu le sentiment que les choses On ont avait été compris. prises Alors, en il y a un compte. moment, curieusement, pendant le confinement, il fallait aller très très vite. On a été capable d'être agile et Voilà. de s'affranchir et de faire après, trouver des procédures pour les publics. Puis d'un seul coup, on est terminé. revenu sur nos vieilles Ah, habitudes. merci. Et c'est vrai, mais il faut le dire. Allez, hein. on va écouter Non, mais Abdoulaye Kanté qu'on n'a après- pas entendu Après, depuis je le pense début. qu'effectivement, Madame la députée, il y a des décisions à prendre, mais des fois elles sont mauvaises, mais il faut les prendre. Voilà, donc c'est ce qui a été le cas. Elles sont difficiles parfois. Elles sont difficiles, mais il faut les prendre. Maintenant, quand on dit que justement que par rapport à l'indiscipline française, c'était le cas. Là, on l'a vu. Malheureusement, c'est que effectivement, on dit toujours qu'il ne faut pas infantiliser les Français, mais il faut leur expliquer. Et quand on leur explique, Non, il faut des fois, ça ne marche pas. faut des consignes Et ce qu'on claires. paye aujourd'hui, c'est Bien que sûr. c'est vrai que c'est dramatique, mais on paye un peu notre été. C'est qu'il fallait qu'à un moment donné, que quand on s'était Absolument, déconfiné, il fallait que les Français et les Françaises puissent aller respirer un peu, parce que 2 mois, 3 mois à la maison, c'est vrai que c'est compliqué, donc il fallait prendre l'air. Et tout en essayant d'expliquer que oui, voilà, respecter les gestes barrières, mais quand vous avez cette envie de liberté, cette envie de respirer, de consommer, etc., vous oubliez la réalité qui était la pandémie. Non, mais Ce qui est dommage, c'est qu'en Italie, ils ont moins mais après, oublié. c'est vrai que quand il y a l'appareil répressif qui est là, de l'autre côté, c'est que les Italiens ont bien marché, ont bien fonctionné Parce par rapport à qu'ils ont cela. vu leur mort. Mais oui, mais si en tu France, veux. ça ne marche Je vais pas parce que nous t'expliquer sommes un peu là réfractaires. pourquoi. Allez, C'est pourquoi, mais les Italiens oui, sont c'est vrai. réfractaires aussi. Mais ils sont pires que nous, mais au moins, ils ont été ils ont vu disciplinés. leur mort. C'est-à-dire que comme ils ont été les premiers, Oui. comme ils ont été les premiers à prendre la décision de confiner, il faut jamais oublier que c'est les premiers. Ils ont eu ce traumatisme-là est resté présent. Nous, on est passé de allumé à Allez, éteint Une en petite 24 seconde, heures. juste pour dire simplement Très vite, qu'aujourd'hui, Abdoulaye, aujourd'hui, très en vite. fait, Moi, je suis pour la- les Français, en fait, c'est vrai qu'au niveau de la communication gouvernementale, on a une espèce de flou. C'est qu'un jour, on nous impose quelque chose et d'autre côté, c'est incompréhensible. Et c'est vrai que même moi, Alors, à qui est face à vouloir cela, c'est adapter compliqué. et faire une décision de proximité en laissant des pense que décisions c'est nul, locales, ça a été effectivement compliqué parce qu'on peut avoir 2 villes, 2 endroits, 2 lieux géographiques différents qui se retrouvent avec des mesures différentes pour une situation sanitaire qui, en apparence, de notre point de vue, semble identique. Allez, C'est on va très poursuivre compliqué. le débat dans quelques instants avec vous, Angelty, député à l'REM des Français de l'étranger, également médecin, et puis Lionel Lucas qu'on va entendre dans quelques instants, maire Les Républicains de Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes. Et puis vous, évidemment, 0826 300 300, voulez-vous une union nationale face au Covid-19? 60% d'entre vous répondent non à la question sur le compte Twitter de Sud Radio. On va vous écouter dans quelques instants. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Et c'est le retour des vraies voix sur Sud Radio avec Françoise Degois, Philippe Bilger, Abdoulaye Kanté. On poursuit tout de suite notre grand débat. La droite qui a dénoncé hier à l'Assemblée une gestion de crise sanitaire chaotique, Damien Abad qui a fustigé la confusion et l'amateurisme du gouvernement face au coronavirus. Et la question donc que l'on vous pose ce soir, face au Covid-19, voulez-vous une union nationale ? 60% de non il y a quelques instants sur le compte Twitter de Sud Radio. Eh bien on passe de 60 à 67% de nos auditeurs qui ne veulent pas d'union nationale tout simplement. On poursuit le débat avec Anne Genté qui est avec nous, députée LREM des Français de l'étranger, Lionel Lucas, maire Les Républicains de Villeneuve-Loubet, c'est dans les Alpes-Maritimes. Et avant votre question Anne Genté, ma chère Françoise, on va vous écouter quand même au 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Voilà, vous prenez la parole. Voulez-vous une union nationale ? Eh bien, on va poser la question à Gérald. Salut Gérald. Salut. Bonjour Alors, à toute l'équipe. Bonjour à vous Gérald, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi j'ai vécu ça de plein fouet. Alors c'est vrai que l'union nationale, moi j'en veux pas non plus. Et je Pourquoi ? pense que alors je vais vous expliquer quand même. Moi je l'ai vécu de plein fouet par rapport à tout ce qui était matériel, d'accord ? On a eu quand même l'information, je dirais, par rapport à ce Covid. On l'a eu déjà, c'était en novembre, d'accord, ça venait de Chine. Et le gouvernement n'a pas anticipé, je dirais, pour protéger les citoyens. Moi, ça m'a énormément gêné parce que je suis dans un établissement, je travaille dans un hôpital et je peux vous dire que j'ai vécu des moments intenses, notamment avec des collègues qui travaillaient sans moyens, qui travaillaient sans masque, sans gants, sans gel. C'était hallucinant. Maintenant, que tout le monde veuille tirer la couverture à soi, je trouve ça extrêmement dommage. C'est pour ça que je suis contre cette union, parce que tout le monde a un peu dire c'est de la faute à l'un, c'est de la faute à l'autre, etc. Moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'on va encore mettre, je dirais, en difficulté tous les citoyens, parce qu'on va être à un moment donné peut-être obligé de les reconfiner. Et ça me gêne beaucoup, parce que alors c'est vrai que Madame la députée disait il y a des irresponsables. C'est vrai. Qui peut se targuer d'avoir une société parfaite avec plein de nuages roses et que tout aille pour le mieux? C'est impossible. Moi, j'ai été en vacances. Je peux vous dire que moi, j'ai un gamin, j'ai une femme. J'ai respecté les règles. On était entre 2 et 3 mètres sur la plage. Quand j'allais sur le marché, je mettais des gants et je mettais un masque parce qu'on en avait enfin. Maintenant, moi, je pense que tout le monde est responsable de quelque chose. Et ce qui pose problème, c'est que, alors, une union, ce serait merveilleux. Franchement, ce serait peut-être merveilleux. Mais est-ce que c'est pas quelque part un problème politique pur et dur et de se dire c'est nous les meilleurs et c'est eux les mauvais? Vous voyez, c'est ça qui me gêne, moi. Ouais. C'est toujours la même problématique. Ils sont jamais... Personne n'est responsable dans l'histoire. Alors on va laisser répondre Lionel Lucas, voilà, qui fait partie de l'opposition. Monsieur le maire, est-ce qu'il ne faudrait pas évidemment que toutes les familles politiques se concertent sur le Covid, voilà, laissent leur ego de côté et travaillent sur une stratégie efficace pour lutter contre le coronavirus? Lionel Lucas. Oui, on peut toujours le souhaiter, mais c'était peut-être au départ au gouvernement de faire en sorte qu'il y ait un comité de tous les responsables politiques associés directement aux décisions. Après, moi je pense que ce qui est important, c'est que c'est le gouvernement qui a ses responsabilités, donc il les assume. Le problème qui est posé, c'est plutôt la gestion de la pénurie qu'on a en permanence, et même maintenant, parce que on nous dit qu'il y a 5000 lits de réanimation aujourd'hui, comme il y en avait au mois de mars. Dans le même temps, les Italiens, qui étaient à peu près en nombre inférieur par rapport à nous, ont profité des 6 mois qui se sont écoulés pour en avoir 3000 de plus. C'est vrai. Donc voilà, ils ont embauché en plus. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on a l'impression que les mesures du gouvernement s'adaptent à une pénurie, mais qu'on n'anticipe pas les phénomènes. On n'avait pas de tests. Et d'un seul coup, vous avez le ministre qui vous dit c'est formidable, on fait plus d'1 million de tests par semaine. Oui, pourquoi faire? L'open bar des tests, à quoi ça sert? À rien. Il y a des gens qui se font tester 3 fois par semaine, c'est parfaitement imbécile. Et ça ne profite pas à ceux qui en auraient vraiment besoin. Donc aujourd'hui, on prend enfin des mesures. Mais pourquoi les prend-on fin septembre? Pourquoi les a-t-on pas pris au fin août? Alors on va laisser répondre. Permanent qui crée l'énervement et qui crée forcément que l'opposition est dans son rôle pour dénoncer forcément une gestion incohérente. Je vous dis, moi je le regrette parce que je vois pas l'intérêt de s'écharper aujourd'hui parce qu'il y a des choses plus importantes qui est la vie de nos concitoyens, leur santé, et donc il faut laisser ça de côté. Mais on peut pas non plus dire tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est tout. Alors on va laisser répondre Anne Genté, par exemple, voilà, sur les lits. Pourquoi en Italie ils ont eu 3000 lits de plus par rapport au confinement et pareil
hype sur les tests. Il ne faut absolument pas se comparer. Voilà comment nous sommes organisés. Nous avons effectivement 5 000 lits de réanimation, mais nous avons aussi 7 000 lits dits de soins intensifs et 5 000 lits dits de suite. Et tous ces lits sont convertibles. Comme les Italiens. Et c'est ça qui nous donne la souplesse, qui nous permet... Moi, je ne connais pas le système italien, je connais le système français. Et donc demain, on sait très bien que si nous avons besoin de plus de lits de réanimation, il fallait aussi avoir du matériel que nous avons maintenant. Nous avons le matériel pour pouvoir sans annuler les opérations courantes. Voilà. Alors, l'objectif, c'est ça, de ne pas priver de soins ceux qui en ont besoin pour les pathologies et les maladies qui, malgré tout, continuent à être là. C'est là-dessus qu'il y a un désaccord. C'est très important. Et c'est pour ça qu'on a, en prévision, je crois que ça n'a pas encore été fait, de transférer des malades depuis la région PACA, Aix-Marseille, vers d'autres régions. Et oui, mais non, si ça sert parce qu'il faut dégager de la place pour pouvoir continuer à soigner ceux qui en ont besoin. Il faut qu'on puisse continuer à opérer les choses qui étaient prévues. Est-ce que vous vous rendez compte le trouble, et j'entends ce que dit Lionel Ducas, est-ce que vous vous rendez compte le trouble des gens qui vont recommencer à avoir des TGV qui exfiltrent alors que ça arrive. C'est pas fait. Mais mais il faut savoir se préparer au cas où. On recommence alors qu'on aurait très bien pu. On pouvait pas remonter des tanks militaires. Je trouve très 7 ou 8 ou 10 si tu veux. Comment un bloc chirurgical, c'est plus compliqué. Alors ensuite, pour revenir simplement à leçon d'Union nationale pour répondre à la fois à l'auditeur et à Monsieur le maire de Villeneuve-Loubet, c'est ça. Vraiment dire que l'Union nationale, d'abord, il y a un endroit qui s'appelle le Parlement. Et là, on est capable de se mettre d'accord. On a voté des lois d'urgence sanitaire, et c'est quand même là que déjà l'Union nationale devrait s'exprimer. Sur le plan de la vie quotidienne, l'Union nationale, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand chacun d'entre nous accepte dans sa vie les contraintes qu'on nous impose, qui sont de porter un masque, là dans les endroits où il faut le porter, de se laver les mains, de prendre les distances, de s'isoler. Eh bien, quand chacun d'entre nous fait ça, nous sommes en Union nationale pour tous collectivement lutter contre ce fléau dont on veut absolument se débarrasser. On veut tous vivre, bosser, s'amuser, aimer librement. Et bien ça, c'est quand chacun d'entre nous s'y colle, et bien c'est ça qu'on appelle aussi l'Union nationale. Vous avez même, Madame la députée, je suis surpris de voir à quel point, face à un fléau indiscutable, la France ne parvient pas à comprendre qu'une union nationale est utile, nécessaire. J'entends le Premier ministre hier qui réclame la confiance, on ne la lui donne pas. Mais on ne serait plus français si on n'était pas un peu réfractaire et rebelle. Oui, mais c'est un peu dommage. Oui, mais non. Je dis ça en souriant, je le regrette. Mais il faut reconnaître que ça n'est pas facile. Beaucoup de ministres, de premiers ministres, s'y sont cassés les dents. C'est pas facile. Et là, vous savez ce qui revient, et c'est malheureux pour Emmanuel Macron, mais la question qui revient, et elle est cruelle, c'est pourquoi avoir changé de Premier ministre. C'est-à-dire que c'est tout à fait évident qu'à un moment donné, la personnalité d'Édouard Philippe... Parce qu'il y a un calendrier. Je connais la réponse, mais elle n'est pas satisfaisante. La preuve, c'est que je pense que Castex, désormais, est une forme d'erreur de casting, Jacques Castex. Et Édouard Philippe donnait le sentiment de mieux tenir la baraque, de mieux tenir les boulons. C'est ça le sujet. C'est tout ça qui revient. On va recommencer à voir les mêmes images, les mêmes TGV, le Premier ministre qui s'énerve dans un brouhaha, personne n'entend plus rien. Mais est-ce qu'on pourrait aussi reprocher au gouvernement d'anticiper aussi? Parce que je pense que s'il y a cette problématique, on nous reprochait, oui, il n'y avait pas de masque, maintenant qu'il y a des masques et tout, oui, mais bon, c'est contraignant, oui, mais il faut le mettre. Donc je pense aussi qu'à un moment donné... Les Français sont largement d'accord pour les masques. Les Français sont d'accord, mais je pense aussi qu'à un moment donné... Ils sont même d'accord pour le reconfinement. Ils ont peur, mais maintenant, s'il y a un problème sur l'anticipation du gouvernement sur laquelle a été reproché il y a quelques mois, je trouve qu'effectivement, je pense qu'il y a des questions à poser. Philippe était dans un discours d'explication, alors que moi je suis moins sévère que Françoise pour le Premier ministre actuel. Il est peut-être pas brillant dans la gestion de la Covid-19, mais il a d'autres atouts. Je crois qu'il va rester difficile. Non, mais bien sûr qu'il va rester, mais parce qu'on peut pas faire, on peut pas changer, mais c'est déjà compliqué, je pense. J'ai une question de la fin pour vous, évidemment. Alors on a fermé les bars et les restaurants à Aix et Marseille. Ça, je le sens venir, qu'en Ile-de-France, on va fermer aussi les bars et les restaurants, puisque le taux de contamination est très très grand. C'est probablement ce que vous va nous annoncer Olivier Véran. Le nombre de personnes en réanimation. Exactement, pour cette raison-là, il y a plusieurs indicateurs. C'est peut-être Olivier Véran demain lors de son point presse. Déjà, est-ce que vous pouvez nous le confirmer que les bars et les restaurants risquent fortement de fermer? Ça, c'est pas moi qui ai la décision, donc je peux pas vous répondre. Mais est-ce que finalement, en voyant tout ça, le taux de contamination qui continue de progresser, les lits en réanimation, voilà, on n'en a plus beaucoup. Ce qu'on veut, c'est pouvoir soigner tout le monde, quelle que soit la pathologie, Covid ou pas. Il faut que tout le monde ait la même chance face à la maladie. Est-ce qu'un reconfinement est vraiment inévitable ? Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, puisqu'il faut des indicateurs qu'on va regarder jusqu'à demain. En tout cas, ce que je sais et ce qu'on peut regarder de ce qui s'est passé à l'étranger, et même chez nous, quand on l'a fait en mars et avril, le confinement, il est efficace. Le problème, c'est qu'on aimerait quand même l'éviter parce qu'il y a d'autres mesures efficaces. Il y a d'autres mesures efficaces, mais elles nécessitent que tout le monde
monde s'y colle. C'est ça le sujet. Tout le monde, personne. Même encore une fois, si j'ai l'impression que ça ne sert à rien, je dois Vous parlez du masque, par exemple. Le masque, les mains et l'isolement quand on a quelques symptômes. Qu'on n'hésite pas. L'isolement, je m'enferme. Et puis après, je réfléchis. D'abord, je m'enferme. Il était hors de question, un reconfinement était hors de question. Est-ce qu'il c'est sur la table maintenant depuis quelques jours? Avec les données qu'on avait à ce moment-là, c'était hors de question, ça ne se justifiait pas. Aujourd'hui, on est obligé, vous savez, un gouvernement, c'est aussi quelqu'un c'est aussi une structure qui doit anticiper. Donc il faut envisager tous les scénarios possibles, notamment le confinement. Mais il n'y a pas que ça. Et on essaye à tout prix de voir comment on peut, chacun d'entre nous, c'est vraiment, je le répète, se mobiliser, être acteur de la lutte contre le Covid. Et c'est tous, chacun d'entre nous. Mais vous avez vu à quel point les Français sont quand même beaucoup plus sages, comme toujours, leur personnel politique. 72% des Français sont favorables à un reconfinement. À Dublin, ils sont reconfinés. Cardiff, ils sont reconfinés. Israël, ils sont reconfinés. C'est quand même pas... Au mois de février, où on disait la Chine se confine, ça n'arrivera jamais en France. Non, Cardiff meurt pas. Malheureusement, c'est la fin de notre débat. C'est la fin de notre débat. Voulez-vous une union nationale face au Covid? Réponse, score final sur les réseaux sociaux, non à 65%. J'aimerais vous remercier, Anne Gente. J'ai fait baisser de 2 points. Voilà, député LREM des Français de l'étranger. Bravo à vous, merci Anne Gente. J'aimerais remercier aussi Lionel Lucas, qui a passé cette demi-heure avec nous, maire LR de Villeneuve-Loubet, c'est dans les Alpes-Maritimes. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Jean-Marie Bordry et les vraies voix qui font bouger la France.